Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Culture Agile, c'est l'épisode 3 et j'ai un invité aujourd'hui, Arnaud Villeneuve. Salut Arnaud. Salut. Arnaud, qui es-tu? Alors je suis Arnaud, je suis Scrum Master la majorité du temps, agilité depuis 9 ans. J'ai découvert ça avec très grand plaisir, j'ai compris que ça faisait partie de mon ADN et depuis j'en fais une vie, une passion. Tu avais un sujet alors du coup dont tu me parlais Arnaud, c'est finalement à quoi ça sert un Scrum Master? Oui, parce que tu en es un toi-même et donc c'est un sujet qui te tient à cœur. C'est un rôle que j'apprécie énormément. Ouais. Je continue à entendre par des personnes qui présentent l'agilité à d'autres individus que le Scrum Master c'est le rôle le moins important qu'on élimine en premier. Et alors du coup en deux mots, ça sert à quoi un Scrum Master pour toi? Moi c'est vraiment donc on a eu beaucoup de termes qu'on peut entendre, mais finalement cette notion de facilitateur et qui va aider à créer un cadre où les gens on va pouvoir créer un cadre, en fait les gens vont pouvoir pour moi s'épanouir, travailler tous ensemble pour créer on va dire ce produit qu'on essaie de construire. Donc c'est cette personne qui aide à construire ce cadre et c'est là où il est vraiment primordial et peut-être qu'il y a du savoir-faire qu'on pouvait retrouver dans d'autres on va dire, rôles qui existaient précédemment. Mais je pense qu'au niveau du savoir-être, chez le Scrum Master, on invite vraiment à avoir cette position de personne qui va aider, qui va chercher à aider. Et pour moi, ça c'est vraiment cette position qui est totalement différente par rapport à ce qu'on a pu entendre précédemment. Hop, ça y est, clic. C'est moins venteux. Ouais, c'est moins venteux. Désolé pour le niveau un peu pourri du son avant. On espère que ça va être mieux maintenant. Donc, du coup, effectivement, Arnaud, on parlait du Scrum Master. Est-ce que toi, tu as des petites astuces, des petits trucs pratiques à donner en tant que Scrum Master? Alors moi, je vais reparler des choses qu'on m'a transmises, qu'on m'a apprises. Déjà, dans l'agilité, on parle souvent du management visuel. Donc souvent le management visuel, on l'utilise pour mettre quel est le travail en cours. Donc ça c'est une première source, c'est déjà des premières choses assez classiques. Après on se rend compte que ce management visuel peut servir à énormément de choses. Moi inconsciemment, à un moment donné, on avait trop de travail dans une équipe. En tant que Scrum Master, finalement, au lieu de faire un burn-up chart, j'avais utilisé un autre type de graphe pour montrer le travail qui était ajouté et le travail qui était terminé en cours du sprint. Ouais. Moi, ça m'a permis de mettre en avant les perturbations que subissait l'équipe. Ouais. Et grâce à ça, ça m'a permis de plus facilement protéger l'équipe des perturbations. Car en fait, j'ai utilisé un management visuel qui permettait de voir où était le problème finalement. Donc déjà, utiliser cet outil pour essayer de mettre en avant les choses, donc le management visuel est un radiateur d'informations et voilà, mettre en avant des choses pour être capable de prendre des décisions, c'est important, c'est la mission de ce management visuel. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est que ça servait, j'imagine, aussi bien à l'équipe qu'aux gens qui apportaient ces fameuses perturbations finalement. Tout à fait, c'est ça. Et ça les faisait réagir peut-être. Exactement, ça a fait réagir, ça a permis par la suite d'avoir vraiment un cadre, on arrivait plus facilement à maîtriser, on va dire, le panier versus la capacité de l'équipe. Donc ça c'est un premier exemple. Et je dirais même que ce management visuel, Jean-Claude Grosjean m'avait proposé d'utiliser, bise à Jean-Claude, pour pouvoir, on va dire, animer des cérémonies. C'est-à-dire tu utilises ton management visuel pour poser le cadre de ta cérémonie ou de ta réunion dans la salle. Et finalement, ça permet d'exposer aussi quel est l'agenda, quelles sont les règles du jeu qu'on va utiliser. Et comme ça, à un moment donné, même toi, en tant que facilitateur, vu que tu peux être animateur, quand tu es Scrum Master pour animer le déroulement de tout ça, et bien justement, si jamais tu sens que ça dérive, tu peux dire, regardez, ça c'est le cadre qu'on s'était dit, voilà où on en est, moi je vous propose qu'on retourne là-dessus. Enfin, voilà, c'est même une arme pour permettre que les cérémonies soient efficaces. Pour aller dans ton sens, la petite astuce aussi que je peux donner, c'est quand tu fais un atelier, moi j'essaye toujours de prévoir des affiches, enfin pas toujours, mais quand je sais que ça va être un peu touchy, en fait je prévois une affiche, quitte à ce qu'il y ait juste un titre et puis rien dedans, mais je mets une affiche qui... Ah, on va se faire écraser. Adieu. Je prévois une affiche en disant aux gens, bah voilà, en fait le but de la réunion, le but de l'atelier, ça va être de remplir cette affiche-là. Et en fait ça incarne par le management visuel l'objectif de l'atelier. Et bon, du coup, ça focalise les gens. D'autres astuces de Scrum Master? Là, on a la première chose. Après, bon, forcément, en tant qu'animateur de cérémonie, on a forcément la rétrospective, qui est une cérémonie qui est pour moi la plus importante, parce que c'est là où on va commencer à
permettre aux gens de s'exprimer et se rendre compte que, et derrière ça, c'est montrer aussi que les gens aussi s'expriment, s'ils proposent des idées, on peut avoir leurs paroles vont avoir des conséquences, on va réussir à modifier le jeu derrière. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et là, le Scrum Master, il peut chercher, on va dire, entre guillemets, choisir son atelier ou sa forme de rétrospective pour maintenir un dynamisme ou pour changer un peu de perspective ou pour vraiment accentuer sur un sujet. Moi par exemple, à des moments donnés, je commençais avec un ballpoint juste pour parler d'estimation. Et puis après on continuait la suite de la rétrospective, des choses comme ça, où je choisissais une thématique, où je choisissais le cadre. Donc par exemple on a les classiques Matsatglat ou Kid Drop Start. On peut très bien utiliser ça avec la sauce Star Wars. Il y a énormément de templates, ne serait-ce que pour changer le système. On a les speedboats. Maintenant on utilise même les cartes Dixit. Le système que je trouve assez amusant quand les équipes sont un peu matures et voir un peu si on a un peu la même vision, on va dire. Donc c'est vraiment très amusant. Et alors du coup, d'ailleurs, ça c'est intéressant. Moi, jusqu'à peu, finalement, je suis un petit peu... je parle de moi un peu. J'étais assez sceptique de ces formats de rétrospective où tu vois partout qu'on t'incite à rajouter du fun. Et bon, moi je suis pas un mec, alors contrairement à ce que montrent mes vidéos, je suis pas un mec hyper méga fun dans la vie, donc je suis tendance à être plutôt boulot. Et pour moi c'est pas naturel d'apporter des trucs un peu déconnes et tout dans les ateliers. Et justement il y a pas longtemps j'ai vu passer des choses autour de l'intelligence émotionnelle, etc. qui m'ont fait un peu plus avoir un regard différent sur qu'est-ce que ça peut apporter le fun, à part le côté ludique et le côté... Bon, les gens se marrent, passent un moment plus agréable. Finalement, moi, est-ce que toi aussi, tu as cette lecture-là de te dire foutre du Star Wars dans un atelier, c'est pas que fun, et ça permet aussi vraiment de créer quelque chose de spécial chez les gens que tu n'aurais pas autrement, quoi. C'est ça, mais c'est ça, c'est un peu jouer sur perturber un peu le référentiel et juste on va, parce que finalement on a exactement les mêmes cases. C'est juste qu'on a mis un peu une autre couleur, on a changé mis un petit coup de peinture et tout de suite ça change la façon de regarder. Ouais. Mais ce qui peut être la théorie des gens qui disent bah finalement ça sert à rien, c'est ce qui fait que la même chose avec juste un peu de peinture. C'est vrai que des personnes peuvent voir comme ça. Et après moi finalement j'ai toujours observé. Mais finalement moi je sais que j'ai toujours observé vu qu'on regardait différemment les choses, même si derrière il y a une forme de découpage qui se ressemble beaucoup, on arrive quand même à observer des résultats différents. Parce que c'est ça. Et ça tient à quoi à ton avis? Ça tient au fait que les gens sont détendus et du coup ils se livrent plus je pense qu'à tout le temps utiliser la même forme de rétrospective. Déjà il y a le fait de varier. On peut plus facilement. Toi tu varies beaucoup tes rétros? J'essaye de varier au maximum. Après parce que j'aime bien quand même utiliser un truc standard, simple, efficace. Après j'aime bien changer parce qu'il faut à un moment donné, si on fait toujours la même chose, on va toujours avoir les mêmes problèmes qui reviennent. Ça va être toujours une forme de routine. Et juste mettre un coup de peinture, c'est comme chez toi quand tu fais des travaux, tu mets un peu de peinture, pam, ça change complètement ta pièce. Et tout de suite tu vis différemment, c'est plus agréable, ça change quelque chose. Voilà, est-ce que tu as des anecdotes de choses vraiment qui t'ont touché en tant que Scrum Master, des moments où tu t'es dit putain là, heureusement que je suis là, ou c'est vraiment gratifiant par rapport à mon rôle? Non mais je sais que parfois, ça paraît con, hein, mais à des moments donnés on a beau être facilitateur, tu sais pas trop si tu aides beaucoup, mais finalement en discutant avec des gens où on commence à te remercier et tu en es même surpris et ému aussi. Bon, ça c'est mon côté émotionnel, mais finalement c'est directement, on voit pas toujours le résultat, on va dire, de Scrum Master, on a l'impression. Le système n'a pas tant évolué que ça, finalement je ne sers pas à grand chose. Mais finalement quand on rediscute avec quelques individus, parfois moi en tout cas j'ai eu des éloges et des remerciements très sincères. Et c'est vraiment des discussions avec les individus qui m'ont fait prendre conscience qu'on a fait bouger le système petit à petit. Pour moi c'était peut-être pas suffisant, j'avais beaucoup plus d'ambition par rapport à tout ce que j'aurais aimé faire évoluer. Mais pour ces individus, le cadre a vraiment évolué et ça leur a fait du bien. Après j'ai toujours cherché moi dans le mode de Scrum Master à me dire ce que je veux c'est que chaque individu soit heureux, parce que parfois je discute avec un individu et me dire si nous on n'est pas capable de créer ton cadre où tu es heureux,
peut-être qu'il faut aussi que tu trouves un autre cadre où tu pourras t'épanouir. Enfin, c'est compliqué, c'est bon. Oui, mais voilà, après c'était pas... là c'était plus facile, j'étais pas responsable, de toute façon c'était pas une idée où je disais qu'il fallait je souhaitais le renvoyer ou quoi que ce soit. C'est juste, je me rends compte, là on a des individus ensemble, ils n'arrivent plus à travailler ensemble, soit on essaye d'évoluer, on essaye de travailler, on essaye de changer le jeu, soit on va essayer de continuer à essayer de faire évoluer le système, mais c'est pas sûr parce qu'on arrivera à obtenir quelque chose. À des moments donnés, on arrive à avoir des alchimies magiques où il se passe des choses exceptionnelles avec un certain nombre de personnes, et il y a d'autres endroits où finalement il y a une sorte de, rythme qui s'est mis en place, un contexte qui fait que l'équipe n'arrive plus à évoluer. Ouais. Elle est bloquée, elle est coincée, et tant que je pense que ces gens-là ils perturberont pas leur système, ils feront pas rentrer quelqu'un ou enlever quelqu'un du jeu, ils vont rester bloqués dans un statut où finalement les mecs ils auront beau faire n'importe quelle rétrospective, jamais rien ne changera dans leur système finalement. Après oui, et moi ça donnerait presque envie de dériver sur un sujet. Vas-y. C'est est-ce qu'on a vraiment besoin de tout faire passer à très grande échelle, ou est-ce que c'est plus un problème qu'on n'arrive pas à prioriser? Nous, le problème, c'est qu'à l'époque, on avait grandi énormément, et c'était pas un problème de... Pour moi, le vrai problème derrière, c'est qu'on savait pas faire des choix. On ne savait pas prioriser. Et finalement, quand il y avait plusieurs choses à faire, on se disait c'est pas grave, on va augmenter le nombre d'individus. On n'a pas grandi de manière saine et sereine. On a grossi trop vite. C'est pour ça que j'avais utilisé l'image d'un homme obèse pour représenter l'endroit où j'étais. Et finalement, c'est... voilà. À des moments donnés, on entend même dans certaines conversations, avant, quand on était 30, on était plus efficace que maintenant, alors qu'on est 70. Ouais. Et finalement, le fait de dégrossir n'est pas signe qu'on va avoir une meilleure capacité de délivrer, finalement. Ouais, c'est un peu la réponse facile. Alors facile, c'est jamais des situations faciles, mais c'est la réponse un peu, des fois, la seule que peut trouver un dirigeant pour... gérer le fait qu'effectivement on a envie de faire plein de choses. Si on a mal les moyens, on est vite tenté de rajouter du monde, mais en fait ça peut vraiment se retrouver être une très mauvaise idée. C'est ça. Après, ce que je trouve par contre, quand on est sur un truc multi-équipe, c'est là où je trouve que le rôle de Scrum Master est quand même assez intéressant, parce qu'on a ce rôle de facilitation pour l'équipe, créer un cadre, dynamique, ainsi de suite, et on aide, tout en évitant d'être indispensable bien évidemment, de travailler entre les équipes pour permettre la collaboration entre les équipes. Je pense que dans ce cadre-là, quand même, quand on a dépassé le simple cadre d'une équipe de 6, le rôle de Scrum Master peut être plus facilement, on va dire, joué à plein temps, peut plus facilement aider à différents niveaux de coordination tout autour du produit qu'on est en train de construire. Et aider de plus en plus l'équipe, et je dis l'équipe au sens large, à travailler ensemble. On va dire du marketing jusqu'aux opérationnels qui vérifient que tout marche bien une fois qu'on a balancé en projet. Pour moi, c'est ce que j'aime dans l'agilité, c'est cette dualité qui est passionnante, c'est de faire en sorte qu'on arrive à produire quelque chose de pertinent, mais il faut aussi mettre dans la balance qu'il faut que les gens s'épanouissent à le construire. Ouais, ça c'est plus un sujet de société, quoi. C'est plus dans quel monde tu t'inscris. Est-ce que toi, quand tu travailles dans une entreprise, tu considères que tout n'est qu'une question de pognon, ou est-ce que tu considères que les gens qui sont là avec toi, ils vivent finalement presque 80% de leur temps avec toi, et ils passent un sacré temps à faire ce job avec toi, et qu'ils ont le droit d'aspirer à ce que ça se passe de manière sympa, agréable et épanouissante. Alors moi déjà, mon opinion personnelle, clairement, je sais que voilà, on va dire, je vais passer un tiers de ma vie au travail, donc j'ai envie de faire quelque chose qui m'intéresse, qui me passionne. Donc clairement, déjà, moi individuellement, je ne peux pas me dire, je vais juste aller passer du temps là où je travaille, je veux que ce soit passionnant, je veux pouvoir m'éclater. Ça c'est déjà... Et puis, est-ce que finalement, il y a quand même un côté paradoxal, donc il y a peut-être un moment où ça va plus marcher par rapport à l'agilité, parce que dans une certaine mesure, tu peux pas chercher une certaine proactivité chez les gens s'ils sont juste là parce qu'ils sont obligés, quoi. Bien sûr. Et donc, là, par rapport au type de comportement qu'on souhaite avoir, c'est des gens qui sont engagés et qui vont apporter les bonnes idées. Là, pour ça, on a besoin de créer des gens qui sont investis.
Et ça, pour ça, de toute façon, tu es obligé d'alimenter leur motivation intrinsèque. Et tu peux pas juste être là, présent, et faire ça juste pour l'argent, on va dire, juste pour faire passer le temps. C'est impossible de pouvoir obtenir quelque chose si on essaie de travailler avec ces individus-là.